Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Les représentants des pays créanciers du Club de Paris ont accepté d'accorder à la République du Congo et au Tchad une suspension du service de la dette pour une durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2020. Ils rejoignent ainsi une dizaine de pays ayant signé un protocole d'accord avec le Club de Paris. Pour les 12 pays concernés, le montant total des échéances ainsi différées atteint près d'1 milliard de dollars, alors que les négociations pour le Gabon et la Guinée équatoriale seront finalisées le mois prochain. Le Cameroun est à la traîne. La légère revue à la baisse de son budget et les nouvelles orientations des ressources financières du Cameroun répondent-elles aux préoccupations des acteurs économiques et des ménages en pleine crise sanitaire? Pourquoi l'apurement de la dette antérieure n'est pas à l'ordre du jour des mesures économiques visant à soutenir les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire du coronavirus? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Martin Mbazing. Martin, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes spécialiste en économie, banque et finance. Vous avez suivi cette décision du gouvernement camerounais à la suite de l'ordonnance signée par le président de la République de revoir à la baisse le budget du Cameroun de l'ordre de 11%, une baisse de 11% et une réorientation vers les dépenses sanitaires et essentiellement vers le soutien aux entreprises. Avant d'y arriver, de votre regard d'économiste, quelle est la situation actuelle du Cameroun 3 mois après la survenance de la pandémie du coronavirus dans ce pays? Je peux dire que déjà, il faut savoir que rien que le budget 2020 qui avait été adopté en début d'exercice, en début d'année, démontrait déjà que la situation n'était déjà pas très bonne. Vous savez que c'est pour la première fois au cours des 10 dernières années que le Cameroun a vu son budget revu à la baisse. Donc je pense qu'en tant que spécialiste, c'était déjà un indicateur qui annonçait déjà des lendemains beaucoup moins glorieux. Vous comprenez? Donc c'est comme si vous me disiez, vous êtes une entreprise et que lorsque votre chiffre d'affaires baisse, ça vous enchante ou ça vous enchante pas. C'est pareil pour un État. Le budget, c'est ce qui donne une consonance sur la vitalité d'une économie. Un bilan, si votre total bilan baisse, vous savez que la surface, votre force de frappe en tant qu'entreprise, votre surface financière perd de sa super. Donc, déjà, pour moi, il était clair que avec ce budget qui a été revu à la baisse à la base, contrairement aux autres années, aux 10 dernières années, il fallait déjà savoir qu'il y a eu le coup des guerres, le coup de Boko Haram, le coup du Nozo, et que le gouvernement a commencé déjà à corriger toutes ces défaillances-là. Donc, je pense qu'il est très tôt aujourd'hui pour dire quels sont réellement les impacts que ça aura sur notre économie, mais tout porte à croire que ça va nous permettre de grappiller peut-être entre 1 ou 2 points de moins sur ce qu'on escomptait en matière de taux de croissance. Vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun, bien que dépendant des produits pétroliers, est un pays dont l'économie a une certaine résilience à travers sa diversification. Vous comprenez? Donc, et puis aussi, il faut noter que bien que l'hypothèse de base, c'était de faire le baril à 50 et poussières, aujourd'hui, là, en dessous de 20, ça veut dire carrément qu'il y a pratiquement 70% de ce qu'on attendait du pétrole, de cette pétrolière, qui vont partir en feu. Est-ce que cela signifie, Martin, que le Cameroun est en récession économique au regard des prévisions faites en début d'année qui ne sont pas en train de se réaliser du fait de la chute du baril du pétrole et la crise sanitaire? C'est pas que c'est le Cameroun qui veut être en récession. Le Cameroun est en récession. La récession, c'est lorsque sur 1, 2, 3 mois, aux États-Unis c'est 6 mois, actuellement vu l'ampleur, au bout de 2-3 mois, vous avez une croissance qui n'est pas celle attendue. Aujourd'hui, les prévisions de croissance que nous avions pour le premier semestre de l'année n'ont pas été atteints.
Ça veut dire que si vous prenez aujourd'hui, depuis le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, vous allez constater que ces taux de croissance, justement, ne sont pas à la hauteur de ce qui était escompté. Donc, nous sommes en récession. Et le budget du Cameroun qui passe de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards de francs CFA, une légère baisse de 11%. Cette légère baisse, est-ce qu'elle reflète la réalité de l'impact des crises sanitaires et de cette chute du baril de pétrole sur l'économie camerounaise? Non, en réalité, je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'on regarde bien dans les chiffres, vous constaterez que les recettes pétrolières représentent à peu près 10%, même pas 10% du budget en termes de recettes. Donc l'impact n'est pas là. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans la situation du Cameroun, c'est que notre économie, étant assez diversifiée, arrive à supporter ces chocs mieux que les autres pays, c'est-à-dire que quel qu'en soit son caractère exogène puisque c'est quelque chose qui n'est pas interne au système économique, le Cameroun a pu résister normalement mieux que les autres. Maintenant, est-ce que cela sera suffisant pour repartir, pour relancer? Ça, je n'en suis pas sûr. Il faut préciser que le Cameroun a résisté sur le plan du fait de la baisse du baril de pétrole, lorsque les autres activités économiques marchaient et fonctionnaient normalement. Mais les autres acteurs de l'activité aujourd'hui sont impactés par la pandémie du coronavirus. Lorsqu'on a deux crises, une crise sanitaire ayant des répercussions économiques et une chute du baril de pétrole ayant des répercussions sur les recettes pétrolières, est-ce qu'on est optimiste quant à une sortie de crise concernant le cas du Cameroun? Non, le Cameroun, moi je pense que le niveau de résilience du Cameroun paraît d'une certitude évidente, dans ce sens où je vous ai dit encore qu'il faut prendre les ratios et les analyser correctement. Le pétrole, dans le budget de l'État, c'est 10%. Donc sachez donc que c'est par ailleurs que le Cameroun doit aller chercher son argent pour faire vivre sa population. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la structuration de notre budget est le véritable problème de la relance économique de notre pays. C'est-à-dire que, comme vous le savez tous, aujourd'hui, le dilemme, c'est quoi? Est-ce que nous sommes capables de mettre un coup de fouet, de dégraisser le mammouth entre le budget du fonctionnement et le budget d'investissement? Qu'est-ce qui pose problème dans ces deux éléments qui structurent le budget du Cameroun? Le problème, c'est que vous savez que d'un côté, un budget, c'est d'un côté les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Vous allez constater que les dépenses courantes de notre budget se consomment à hauteur de pratiquement la même chose que les recettes fiscales et douanières. Ça veut dire que tout ce qu'on prend dans les impôts et tout ce qu'on prend dans la douane va pour payer le train de vie ou les dépenses courantes de l'État. Donc, pour moi, je n'attends rien de fondamentalement changeant à partir du moment où ce postulat n'a pas été bougé dès le départ. Nous continuons à avoir 54% de dépenses courantes contre 60% de recettes non fiscales et douanières. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas essayé de bouger, de ramener le budget de consommation à un niveau acceptable et en relevant sur les investissements, pour moi, cette baisse de 10% n'aura qu'un impact uniquement pour la pandémie. Ça ne pourra pas avoir un impact structurel, alors que le Cameroun a besoin aujourd'hui d'une politique économique. Une politique économique, comme je l'ai toujours dit, c'est deux volets. Le premier pilier, c'est le budget, ce que nous avons aujourd'hui, et le deuxième pilier, c'est la monnaie. Avant d'arriver à la monnaie, sur la question de la structuration du budget, vous évoquez là le train de vie de l'État du Cameroun. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à travers l'ordonnance présidentielle portant modification de la loi des finances 2020, qu'il y a eu une prise en compte d'une réduction du train de vie de l'État pour atténuer les effets liés à la crise sanitaire? Non, ce qui s'est passé en réalité, je vous ai dit, on a essayé de faire que tout le monde paye. C'est-à-dire que, de manière générale, tout le monde a perdu entre 10 et 20% de toutes les administrations, excepté justement celles qui concernent les administrations dans le secteur social, l'éducation, la défense, l'eau et l'énergie, un peu de sport parce qu'il y a la canne et puis le CHAN. En dehors de ça, le reste, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que on ne ressent pas, on ne dit pas que ceux qui vont au travail ne doivent pas avoir les moyens pour travailler normalement. Mais on voudrait quand même aujourd'hui ressentir que certains n'ont plus les mêmes avantages qu'ils avaient par le passé. Parce que quand c'est dur, il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Alors,
on se rend compte que, par exemple, nous ne voyons pas comment, en termes de bons de carburant, en termes de consommation de téléphone, en termes de consommation de véhicules, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait dire à chacun de faire un effort. Quel serait l'enjeu d'une telle réduction du train de L'enjeu, vie de ce l'État? serait de dire que, au lieu de privilégier la consommation de la dépense, on va investir. Je vous dis que ce qu'on prend d'un côté, ce n'est pas pour qu'on jette à la poubelle ou qu'on garde, c'est pour mettre ça dans l'investissement. Et vous savez très bien que qui dit investissement, dit relance de l'économie, dit relance des mondes de commande, qui dit relance de l'emploi, dit relance de la consommation, dit relance des recettes fiscales. Vous comprenez? Donc, c'est un tout. À chaque fois que vous mettez de l'argent pour la consommation des biens courants, vous asphyxiez le redémarrage effectif d'une économie de façon structurelle. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un souhait, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Il faut qu'on réduise de manière drastique le train de vie de l'État. Si vous avez un véhicule, c'est un véhicule. Si vous voulez avoir un 4x4, c'est un 4x4. Vous ne devez pas avoir un 4x4 et une pick-up. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'un ministre peut avoir un 4x4 et avoir une voiture de tourisme en particulier. On a vu cela au Rwanda, où le gouvernement rwandais et l'exécutif de ce pays ont décidé de ne pas percevoir leur salaire durant cette période du Covid-19. Est-ce que c'est un exemple que pourrait copier le gouvernement camerounais? Mais c'est très court terme. Ça ne peut pas juguler un problème qui concerne notre gouvernance et la façon de manager notre économie. Non, c'est intéressant. Ça donne un là parce qu'on a besoin des valeurs, on a besoin des exemples. Mais sur 1 ou 2 mois, le temps que Corona parte, il faudra revenir sur des choses beaucoup plus sérieuses. Ce qui est sérieux, c'est de dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à donner à quelqu'un à qui on confie une entreprise, par exemple, publique, qui a vocation à faire du bénéfice. Vous savez désormais que WADA classe 2 types d'entreprises. Celles qui sont publiques et qui n'ont pas pour objectif de gagner de l'argent, et celles qui sont comme des sociétés commerciales. Alors, quand vous voyez le train de vie, par exemple, de ces directeurs généraux-là, qui n'ont pas obligation de résultats, vous vous demandez où on va. Vous voyez? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir le téléphone pour 1 million de francs ou 900 000 francs par mois, par exemple? Est-ce que vous êtes obligé? Mais pourquoi le gouvernement semble fermer les yeux devant ces dérives managériale et cette consommation excessive des fonds publics sans résultat probant? Non, c'est parce que nous sommes dans un système. Le système doit être celui-là qui, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Vous comprenez? Ça veut dire que tout le monde est content d'avoir tout ça, mais je vais vous dire une chose, c'est que à chaque fois que vous mettez la compétition dans un univers, dans un ensemble, dans une maison même avec vos enfants, vous voyez comment il y a de l'émulation, ça bouge beaucoup, mais à partir du moment où il n'y a pas cette émulation, ça devient de l'immobilisme, et je vous ai dit, les gens aiment bien quand ça ne bouge pas, et quand ils sont assis sur leur prébande, ils sont heureux et ils continuent comme ça. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir de la volonté. Je dis que parfois on parle de modèle volontariste, hein. Il faut de la volonté. La volonté, c'est de dire que je frappe la main sur la table et que chacun puisse faire un effort pour sortir de ce fonctionnement-là. Il faut déjà comprendre aujourd'hui qu'on ne pourra pas continuer comme ça longtemps. C'est-à-dire que nous pouvons continuer à le faire aujourd'hui, à jouer des petits malins, mais je pense quand même que lorsque vous voyez certaines sociétés privées qui gagnent beaucoup d'argent, vous voyez parfois que tous les directeurs, aucun n'a un chauffeur. En dehors du directeur général. Vous croyez que c'est parce que, non, s'il va en mission, il y a un chauffeur à la direction générale qui peut accompagner. Mais au jour le jour, ces directeurs-là qui gagnent des milliards de bénéfices d'exploitation dans leur structure n'ont pas de chauffeur. Ils vont au travail et même conduisent. Vous comprenez? Donc, vraiment, soit on est d'accord de dégraisser le mammouth, comme je l'ai dit, soit on n'est pas d'accord, mais ça va nous rattraper. Aujourd'hui, le Cameroun cumule à plus de 8 000 milliards de dettes. Vous comprenez? Ce n'est pas vous qui avez les rembourser, ce n'est pas moi qui vais les rembourser, c'est plutôt les générations futures. Et pour vous, ces dettes-là sont liées à ces multiples dépenses courantes? Puisqu'on n'arrête pas, puisque ça continue toujours, on n'a jamais arrêté. Je vous donne un exemple, que le parc automobile. Vous savez qu'à l'époque, le Cameroun avait un grand garage administratif qui s'occupait des voitures et il y avait un suivi. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une forme de décentralisation qu'on a eu à faire et que chacun dans son coin gère son parc automobile à sa guise. Et si vous allez au garage administratif aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il est devenu. Alors qu'à l'époque, quand même, les voitures étaient très très bien suivies et on n'avait pas cette permanence de commandes de voitures neuves comme ça se fait aujourd'hui. Donc, pour moi, réduire la dépense n'est pas un choix.
c'est une obligation. C'est-à-dire que nous devons réduire le budget qui est concentré aux dépenses courantes pour l'orienter à l'investissement. Vous savez très bien que nous avons besoin des routes, ô combien des routes, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de l'eau. Alors, au lieu de gaspiller cet argent pour des besoins de consommation, il vaudrait mieux l'allouer pour l'investissement. Martin, on base sur la situation des entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19. Il y a l'INS qui a mené une enquête. Dans son enquête, elle révèle que 90% des chefs d'entreprise estiment être négativement impactés par la Covid-19. 15% des entreprises du secteur formel sont en situation d'arrêt temporaire ou définitif des activités. Comment appréciez-vous cet impact de la crise sanitaire sur le secteur privé et sur le secteur des entreprises? Mais l'impact ne peut qu'être négatif et néfaste pour ces entreprises. Vous savez que les modèles économiques, théoriquement, vous disent que les facteurs de production, vous avez le capital, vous avez le travail, vous avez le progrès technique, vous avez l'innovation, vous avez tout ça dedans. Hein? Toutes ces entreprises qui sont en difficulté ont le capital souvent, ont la technologie, ont le capital humain, c'est-à-dire les hommes. Alors, comment auriez-vous pensé autrement lorsque pendant 3 mois, les hommes ont été confinés partout dans le monde? C'est-à-dire que ce que je sais aujourd'hui, c'est que personne ne peut nous sortir d'un modèle qui a prévu une telle situation. Donc, naturellement, les dégâts sont hyper catastrophiques. Vous voyez où nous sommes en France aujourd'hui, au 3e réajustement budgétaire, 460 milliards d'euros. 460 milliards d'euros. Ça veut aussi dire qu'il faut comprendre qu'il y a un lien direct, étroit, une corrélation entre le niveau de situation d'un pays et l'enveloppe pour faire redémarrer son économie. Vous n'avez pas dit au Cameroun aujourd'hui de mettre 10 000 milliards, sous prétexte que de l'autre côté, on met 10 000 milliards. Non. Mais le Cameroun a prévu 180 milliards de francs CFA dans un compte d'affectation spéciale, prévu à la fois pour les dépenses sanitaires et pour le soutien aux entreprises et aux ménages. Ça représente moins de 5% du budget total du Cameroun. Cette enveloppe budgétaire peut-elle justement permettre aux entreprises de pouvoir renflouer leur trésorerie et relancer leur activité? Pas seulement, c'est déjà significatif. Hein. Vous savez, 5% du budget consacré uniquement à ça. Vous savez que nous n'avons pas eu les mêmes conditions, les mêmes causes, hein, les mêmes dégâts que ces pays-là. Donc, je vous dis, toutes choses égales pareil, il faut faire attention de faire des comparaisons qui n'en valent pas la peine. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les 180 milliards sont importants. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. On peut faire mieux. Normalement, aujourd'hui, le Cameroun a un véritable problème pour la relance de notre économie, à savoir la dette intérieure. Cette dette culmine aujourd'hui entre 1 900 et 2 000 milliards. Je pense que l'une des pistes, beaucoup ont d'ailleurs suggéré cela, c'était de transformer en titre, en obligation, cette dette-là. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mécanisme de titrisation de la dette camerounaise? Oui. C'est une suggestion qui a été faite par le directeur général des brasseries du Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait au Cameroun. On l'avait déjà fait, je crois, dans les années 2000, 2004, 2005. Il y avait déjà eu une titrisation de la dette, mais à l'époque, on n'avait pas un marché financier qui pouvait certainement, justement, accueillir ces titres-là pour pouvoir les mettre sur le marché et pouvoir faire répondre à la loi de l'offre et la demande. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un marché financier, la bourse, et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis Mose conseiller finance, par exemple. J'ai travaillé pour le compte de l'État, pour 1 milliard de francs. L'État ne peut pas me payer aujourd'hui. L'État va me donner des bouts de papier avec le taux d'intérêt, le taux de rémunération de ce montant-là, que je vais pouvoir toucher dans 5 ans ou 10 ans. L'État me donne donc ces titres-là et je les détiens. Je sais que tous les ans, j'ai tel montant, peut-être 2%, 3%, où je vais à la caisse, je prends. Mais le principal, ce sera au bout de 5 ans. Il se passe quoi? Moi, je suis une entreprise, j'ai travaillé pour l'État, je suis un peu asphyxié, je n'ai pas de la trésorerie, je prends mes titres, mes 1 milliard de titres, j'amène ça sur le marché, c'est-à-dire à la bourse, et je dis, OK, le prestataire qui est là, je lui dis, moi, je suis prêt à pouvoir les mettre sur le marché. Je les mets sur le marché, et monsieur Lambda vient et dit, OK, moi, je vais acheter ça au lieu de 800, de 1 milliard, je donne 900 millions. En tant que stratège, si je pense que les 900 millions peuvent me permettre de faire redémarrer mon activité et d'avoir de la trésorerie, je les vends. Vous comprenez? Sans attendre de 5 ans après. Donc, c'est un mécanisme très
moderne qui se fait dans les pays où la bourse est fait déjà légion, et qu'on pourrait permettre aussi, en dehors du crédit TVA, aux entreprises de pouvoir accéder à une trésorerie. Mais qu'est-ce qui explique qu'une telle option, un tel mécanisme n'ait pas été exploré? Pourtant, on a un marché régional financier qui est de plus en plus dynamique. Moi, je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que le budget n'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire que le budget n'est pas statique. On peut demain, après-demain, refaire la même chose. C'est-à-dire que décider que pour donner une bouffée d'oxygène aux entreprises, on va titriser la dette. Vous comprenez, non? C'est pas bloqué, c'est pas figé. Donc, ne pensez pas que les 180 milliards, c'est fini. Demain, si la situation s'aggrave encore, tous les pays au monde, le Cameroun y compris, vont prendre d'autres mesures. Mais maintenant, les chefs d'entreprise estiment que la situation actuelle est grave. 82% d'entre eux déclarent connaître une baisse de leur production, une baisse de production de l'ordre de 50%. Lorsqu'une entreprise peine à produire les quantités prévues en début d'exercice budgétaire, est-ce qu'elle serait capable encore de payer ses impôts tels qu'attendus par le gouvernement? Lorsqu'on se trouve dans un tel contexte, dans un tel schéma, Martin Ombazing, est-ce qu'il n'y a pas également un impact sur les recettes fiscales attendues par l'État? Bien évidemment. C'est pour cela qu'il faudrait être très imaginatif pour que l'on puisse rattraper le gap. Je vous ai dit tout à l'heure que notre budget, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le pétrole qui rapporte le plus dans le budget de l'État. Ce sont les recettes fiscales et douanières. Quand on dit la douane, ça veut dire les importations et les exportations. Et les frontières sont fermées depuis plusieurs mois. Vous avez tout dit. Ça veut dire que l'impact sera d'une extrême violence. C'est pour ça qu'il faut être prudent et gérer le peu d'argent que nous avons ou que nous pourrions avoir avec beaucoup de tact. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aujourd'hui annoncer des chiffres qu'on ne pourra pas réaliser. Les 180 milliards ne sont pas encore là. On doit les récupérer pendant les 6 prochains mois. Vous comprenez? Donc, moi, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste aujourd'hui. L'impact est le fruit du confinement des hommes. Quelles qu'en soient les mesures incitatives que l'on va prendre, tant que les hommes sont confinés, rien ne peut se produire dans aucun pays au monde. Le Cameroun n'a pas une particularité. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de reconnaître que nous n'avons pas eu les mêmes impacts que les autres pays et qu'il est possible, il est plausible que sortir de cette pandémie, le Cameroun parvienne à rattraper très vite ce gap. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, mais je vous dis que le souci sanitaire aujourd'hui est si important qu'il doit avoir pour seul objectif que les hommes sortent du confinement. Et je vous dis que vous voyez comment ça repart un peu de l'autre côté, en Occident, et nous pensons que l'ouverture des frontières va justement permettre que tout ce qui a été mis en retard pendant les 3 mois puisse être rattrapé. Et c'est le souhait des patrons des grandes entreprises, cette réouverture des frontières. Parmi les autres propositions faites par les chefs d'entreprise, en termes de relance économique, il y a la relance de la demande intérieure par la priorisation des entreprises locales pour ce qui est de la commande publique. Au Cameroun, ça reste un épineux problème. Le privilège accordé aux entreprises locales dans la commande publique faite par le gouvernement et l'État du Cameroun. Martin Omba. De toute façon, nous avons compris aujourd'hui qu'aucun pays au monde ne doit être ouvert de façon totale. Mais c'est à chaque pays, par le comportement citoyen, par l'esprit de la patrie que l'on sert, que tout cela doit transparaître. Si aujourd'hui le Cameroun n'arrive pas à faire ce que c'est fait ailleurs, dans d'autres pays africains, parce que je ne parle pas de l'Europe, c'est que nous n'avons pas un comportement citoyen à chaque fois qu'on est en responsabilité et que malheureusement, on n'a pas besoin de claironner pour cela. Nous savons très bien que nous avons aujourd'hui un tissu industriel qui est faible. Parce que aussi, il faut le dire, M. Cédric, les allocations que l'on donne dans des pays, vous allez comprendre ça à chaque fois que c'est des pays qui sont suffisamment assez industrialisés et qui ont besoin de capital pour absorber cela. Vous croyez que le Cameroun aujourd'hui, sans avoir un secteur secondaire assez étoffé, a besoin de tant de capitaux pour en faire quoi? Donc voilà pourquoi à un moment donné, je dis, il ne faut pas toujours penser que c'est lorsqu'on va décaisser des gros montants que la machine va repartir.
La machine repart parce que les hommes peuvent sortir de chez eux et le confinement est terminé. Une fois que le confinement est terminé, il faut maintenant qu'on rentre dans les méthodes orthodoxiques de gouvernance qui nous échappent aujourd'hui dans notre pays. C'est ça le véritable problème. Je crois que après la pandémie, la vie va continuer. On parlera d'autres choses. Et ces autres choses, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. Mais il y a la question des emplois qui est très peu évoquée avec vous, Martin Obarzing. Comment atténuer les effets de cette crise sanitaire sur les emplois? Près de 50% de pertes d'emplois dans les secteurs de l'éducation, l'hôtellerie, restauration, hébergement, également transport et construction. Comment atténuer les effets de cette crise? C'est justement à ça que doit servir les 180 milliards. Puisqu'on vous a dit ce que l'ordonnance dit, c'est justement pour que l'on puisse, pour ces entreprises qui sont en difficulté, certains qui ont été lourdement touchés, que cela soit pour eux une manière de pouvoir aller chercher. Mais tout ça reste encore, comme on dit, 180 milliards, on ne sait pas comment ça sera réparti. Et notre problème au Cameroun, on le sait, c'est souvent la répartition, la réallocation des ressources, c'est ça le plus important. Les 180 milliards, ça ne devrait pas être prioritairement orienté vers les masques et tout le reste, hein, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a acheté tous ces masques qu'on achète, qu'on donne au jour le jour, il faut bien que la machine reparte. La machine repart en quoi? En donnant secteur par secteur. Parce que là aussi, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont été véritablement touchés, le transport, l'hôtellerie, le tourisme au Cameroun. On ne sait pas quel est le poids du tourisme au Cameroun dans notre économie, donc ce n'est pas très grave. Mais ceux qui ont eu à mettre de l'argent pour pouvoir permettre à ceux qui viennent, c'est-à-dire que les hôtels et tout ça ont eu vraiment de la casse au niveau de leur... Il y a aussi le secteur financier qui, lui aussi, balbutie depuis la survenue de cette pandémie. Plusieurs de leurs clients qui n'ont pas respecté les échéances de remboursement des crédits. Le secteur de la microfinance, pensez-vous qu'il pourra résister si cette pandémie venait à perdurer dans les tout prochains mois? De toute façon, ce qui se passe au niveau des banques, c'est que lorsqu'il y a des situations comme celle-là, on fait ce qu'on appelle du rééchelonnement, c'est-à-dire qu'on ne vous asphyxie pas, parce que l'intérêt du banquier, c'est pas de ne pas de pouvoir faire que vous payez ce que vous devez. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un rééchelonnement en fonction aussi justement de votre capacité à rebondir, à repartir. Mais la situation auprès des banques, elle est moins compliquée que celle des autres secteurs d'activité parce qu'elles ont déjà pris les dispositions, je peux vous assurer, pour que tout ce qui pouvait être payé au cours des 3 derniers mois puisse être reporté sans que cela ait une incidence très très grave au niveau des intérêts à payer. Dans son enquête, l'Institut national de la statistique propose l'intensification de la promotion du patriotisme économique comme mesure de relance de l'économie camerounaise. Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette recommandation? Le patriotisme économique, à quoi ça fait référence? Mais ça veut dire le comportement citoyen. C'est de ça que j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire que on va pas aller prendre des gens au ciel pour venir travailler pour le Cameroun. J'ai toujours pensé que paix, travail, patrie, c'est notre devise. Paix, travail, patrie. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Bon, si à chaque jour, lorsque vous êtes en responsabilité, vous prenez cette devise et que vous la scrutez tous les jours, je pense que beaucoup seraient moins amenés à travailler pour eux-mêmes. Le patriotisme économique, c'est aussi dire que je travaille pour mon pays, pas forcément pour moi-même. Donc nous avons ces comportements déviants aujourd'hui qui font que malgré tout ce qui se fait, tous les efforts, parce qu'il faut le dire, tous les efforts qui sont faits à la lutte contre la corruption, la NIF, tout ça, on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que à chaque fois lorsque le Camerounais doit travailler, il travaille pour lui et pour les autres. Je vous ai dit, à chaque fois que vous achetez à l'extérieur un bien, c'est vous créez la croissance de ce côté-là. À chaque fois que vous importez, donc tant que notre balance commerciale est structurellement déficitaire, comme tel est le cas aujourd'hui, tant qu'on n'a pas pour objectif de réduire le déséquilibre qu'il y a entre les exportations et les importations, on ne peut qu'avoir nos yeux pour pleurer quand ça se passe comme ça se passe là. Toutes les frontières sont fermées, nous sommes morts. Mais nous ne sommes pas morts parce que le Cameroun a une économie assez diversifiée. Ça, il faut le redire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je m'en réjouis pour que le Cameroun ne soit pas parmi ceux qui vont faire, c'est pas la mendicité, mais qui vont toujours demander pardon. Non, quand vous prenez de l'argent, vous empruntez de l'argent, il faut être capable de le rembourser. Être capable de le rembourser, c'est-à-dire avoir des activités qui génèrent des revenus et respecter ces échéances. C'est en cela qu'on arrive à avoir une confiance vis-à-vis des créanciers qui peuvent vous emprunter demain. Si à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une secousse, il y a un choc exogène, un choc endogène, vous allez toujours demander des aides pour que l'on annule la dette, c'est pas bon signe.
Ce n'est pas bon aussi parce que vous êtes incapable de soutenir. Les Américains n'auront jamais de premier jour. Parce qu'à chaque fois qu'ils empruntent, ils remboursent. Et pendant que vous remboursez, on vous prête encore de l'argent. Il faut préciser qu'il y a 2 pays de la CEMAC qui ont bénéficié d'un accord de la part du club de Paris pour un rehaussement de leur dette du mois de mai à décembre 2020. Et 2 autres pays également vont se retrouver. Le Cameroun, on n'a pas encore la précision sur le cas du Cameroun. Mais Martin, dans le cadre de cette relance de politique économique, d'aucuns ont estimé que cette crise sanitaire est une occasion de se tourner vers la production locale, notamment dans le secteur agroalimentaire, là où le Cameroun a des avantages comparatifs. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour ces différents secteurs d'activité, agriculture et transformation? Je le disais déjà qu'il serait dommage qu'on sorte du Covid, de la Covid-19 sans avoir à créer un modèle, notre modèle, un nouveau modèle. Ça, je le répète encore aujourd'hui. On ne peut pas sortir de là et dire qu'on va continuer. Une fois qu'on a parlé des aides, on continue comme ça et puis la croissance va revenir, l'emploi va revenir. Je vous rappelle encore que nous sommes dans un rythme de baisse de notre taux de croissance de façon répétée et continue. Le Cameroun serait aujourd'hui en train de courir pour un taux de croissance qui oscillerait entre 4 et 6%. Tous les ans, on ramène ça à la baisse. On était à 3,9, entre 3,9 et 4 pour cette année. Je puis vous dire que si nous faisons 2,5, ce sera très bon. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rester comme ça les bras croisés. La croissance endogène est une évidence. Nous avons un retard certain sur le secteur de la transformation de nos matières premières. Comparativement, nous avons un avantage. Simplement, il faut qu'on le transforme. Ça ne sert à rien de prendre le ballon, d'arriver devant les buts et puis de ne pas tirer dans les buts. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le Cameroun est donc face à une situation telle que, est-ce que nous sommes en mesure donc de prendre le taureau par les cornes pour financer l'agro-industriel qui nous paraît la porte de sortie, non seulement en termes d'emploi, mais en termes de croissance. Merci Martin Basing. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie, banque et finance. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, Cédric. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.